Une mère célibataire noire a été humiliée par le chef de la mafia, jusqu'à ce qu'un tatouage révèle sa véritable identité. La coupe de champagne s'est brisée sur le sol en marbre. Des éclats de cristal se sont répandus comme des diamants sur le tapis rouge sang du Castellanos, l'établissement le plus chic de la Gold Coast de Chicago. Mais ce n'était pas un accident. Vincent Russo l'avait jeté. « Nettoyez ça !» ordonna-t-il d'une voix qui couvrit le murmure des conversations chics et le tintement des couverts. « C'est votre travail, non? Nettoyez les dégâts. » Je restais figé, la main toujours tendue avec la bouteille de Dom Pérignon que je versais. Autour de nous, les convives se turent. Robes en soie, costumes sur mesure, visages connus du magazine Forbes. Tous observaient. Tous attendèrent de voir comment le personnel allait réagir. Je m'appelle Sarah Mitchell. Du moins, c'est ce qui est écrit sur mon badge. C'est ce qui est écrit sur mes formulaires fiscaux. C'est comme ça que m'appelle mon fils de 7 ans quand il me demande pourquoi nous vivons dans un appartement d'une chambre au lieu de la maison que nous avions avant, celle avec le jardin, la balançoire et la sécurité que j'ai détruite le jour où j'ai choisi de faire ce qui était juste. Il y a 3 ans, j'avais un autre nom, une autre vie, un badge qui avait un sens. Maintenant, j'ai des uniformes en polyester qui sentent la graisse de cuisine et un patron qui pense que la couleur de ma peau est une invitation à me traiter comme si j'étais invisible, ou pire, comme si j'étais un divertissement. J'ai dit de nettoyer. Vincent se cala dans son fauteuil, son costume italien sur mesure, valant probablement plus que 3 mois de mon loyer. À 38 ans, il avait hérité des activités de la famille Russo à la mort de son père, transformant leur affaire légitime en un empire qui s'étendait du South Side à l'hôtel de ville. Tout le monde savait qui il était vraiment. Personne n'osait le dire à voix haute. Je m'agenouillais, sentant le poids d'une centaine de regards posés sur mon dos. Mes doigts se refermèrent sur le pied d'un verre cassé et je ressentis autre chose. La douleur familière d'un souvenir que j'avais enfoui au plus profond de moi. Le poids d'une arme d'un autre genre dans ma main. Les calculs rapides qui permettaient autrefois de garder les gens en vie. Attention. La voix de Vincent dégoulinait d'une fausse inquiétude. Je ne voudrais pas que ses mains maladroites se coupent. Les taches de sang sont si difficiles à enlever sur les tapis coûteux. Des rires ont parcouru sa table. Des hommes dans la quarantaine et la cinquantaine. Des hommes d'influence qui avaient fait fortune sur le dos de personnes qu'ils ne reconnaissaient même pas comme des êtres humains. Leurs femmes souriaient, derrière leurs mains manucurées, ravies du spectacle. J'avais vu pire. J'avais survécu à pire. Mais quelque chose dans cette cruauté désinvolte, dans cette mise en scène, m'a fait serrer les mâchoires d'une manière que je ne pouvais pas me permettre. Pas ici. Pas alors que mon fils était chez le voisin en train de faire ses devoirs, confiant que sa mère rentrerait saine et sauve. C'est ça, le problème quand on tombe en disgrâce. On ne perd pas seulement ses ailes, on perd aussi le droit de se défendre. Je me suis levé, tenant la pelle remplie de cristaux brisés, et j'ai croisé le regard de Vincent pendant exactement 1 seconde. Assez longtemps pour y voir le défi, assez brièvement pour garder mon emploi. Toutes mes excuses, monsieur Russo. C'est mieux ainsi. Il se retourna vers ses invités, me congédiant d'un geste de la main orné d'une bague en or qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Vous voyez? On peut les dresser. Je me dirigeais vers la cuisine, le dos droit, la respiration contrôlée. La même formation qui m'avait autrefois rendu redoutable m'aidait désormais à survivre à l'humiliation avec dignité. Mais alors que je poussais les portes battantes pour entrer dans la cuisine embrumée et chaotique, j'ai aperçu mon reflet dans l'acier inoxydable. Pendant un instant, je l'ai vue. La femme que j'étais autrefois, celle qui portait du Kevlar au lieu d'un tablier, celle dont les mains étaient entraînées à sauver des vies et non à servir du vin à des hommes qui faisaient le trafic de tout ce qui les détruisait. « Ça va ?» m'a demandé Marcus, le chef cuisinier. Il avait 60 ans, la barbe grisonnante et le regard plein de sagesse. Il travaillait chez Castellano depuis 15 ans. Il avait vu le personnel aller et venir, vu Vincent Russo passer du statut d'héritier gâté à quelque chose de plus sombre. Ça va. Il ne m'a pas cru. Mais il savait aussi qu'il valait mieux ne pas insister. Dans un endroit comme celui-ci, survivre signifiait garder la tête baissée et garder ses questions pour soi. J'ai enfilé un tablier propre, cachant les manches longues que je portais toujours, cachant l'encre qui recouvrait mon avant-bras gauche, un tatouage que j'avais fait dans une autre vie.
un symbole qui signifiait autrefois tout. Une marque qui, si quelqu'un ici la voyait, dévoilerait tous les mensonges soigneusement construits qui nous maintenaient en vie, mon fils et moi. Le problème avec les secrets, c'est qu'ils n'ont de pouvoir que jusqu'à ce que quelqu'un les découvre. Et dans une ville comme Chicago, où le passé a la fâcheuse tendance à vous rattraper, l'anonymat est un luxe que l'on ne peut pas se permettre de prendre pour acquis. J'ai pris une autre bouteille de champagne, j'ai vérifié l'étiquette et je suis retourné dans la salle à manger. Parce que c'est ce que font les mères. Nous endurons, nous survivons, nous ravalons notre fierté et notre douleur et nous continuons à aller de l'avant. Même lorsque l'homme qui vous humilie n'a aucune idée que 7 ans plus tôt, c'est grâce à vous que son frère est encore en vie. Si vous voulez savoir où cela mène, si vous voulez voir comment le pouvoir change lorsque la vérité refuse de rester enfouie, restez avec moi. Car ce que Vincent Russo ignore encore est sur le point de tout changer. L'heure de pointe du dîner venait de commencer. Et quelque part entre la bisque de homard et le filet mignon, le destin s'apprêtait à recouvrer une dette. Le métro a grondé dans l'obscurité à 23h47. Mon reflet me fixait depuis la vitre sale, un fantôme épuisé vêtu d'un uniforme de serveur. Sur mes genoux, 73 $ de pourboire. Pas assez. Jamais assez. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Madame Chen, ma voisine qui gardait mon fils lorsque je finissais tard. Il s'est endormi en t'attendant. Ne t'inquiète pas, il est en sécurité. En sécurité. Ce mot avait autrefois une autre signification pour moi. Gilet pare-balles et formation tactique. Unité de renfort et périmètre sécurisé. Aujourd'hui, il désignait simplement une veuve de 68 ans souffrant d'arthrite qui ne posait pas de questions sur les raisons pour lesquelles une mère célibataire travaillait dans un restaurant appartenant à la famille criminelle la plus notoire de Chicago. Après l'incident du champagne, Vincent s'était assuré de me demander spécifiquement pour sa table pour le reste de la soirée. Non pas parce qu'il avait soudainement développé de bonnes manières, parce que l'humiliation est plus satisfaisante lorsqu'elle est personnelle, lorsque vous pouvez voir la dignité de quelqu'un s'effriter en temps réel. Mais j'avais remarqué autre chose. L'un des associés de Vincent, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel et à la cicatrice au-dessus du sourcil gauche, avait cessé de rire. Il m'avait regardé avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. De la reconnaissance. Non, c'était impossible. J'avais fait attention. 3 ans d'invisibilité. Le métro s'est arrêté brusquement. Lawrence Avenue. Mon arrêt. Madame Chen a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Elle le faisait toujours. Il voulait attendre, m'a-t-elle chuchoté. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait quelque chose d'important à te dire à propos de l'école. Dans son appartement, mon fils était recroquevillé sur son canapé usé, ses devoirs de mathématiques éparpillés sur la table basse. À 7 ans, il avait toujours les yeux de son père, sombres et inquisiteurs, toujours à la recherche de réponses que je ne pouvais lui donner. Je l'ai soulevé doucement, sentant son poids familier contre ma poitrine. Cet enfant parfait et innocent payait pour des décisions que j'avais prises avant même sa naissance. Dans notre appartement, je l'ai bordé dans son lit, repoussant ses cheveux en arrière. Sur sa table de chevet, il y avait un dessin qu'il avait fait à l'école. « Notre famille », avait-il écrit en haut. 2 silhouettes, une grande et une petite, se tenant la main sous un soleil tordu. Pas de figure paternelle. Il avait arrêté de poser des questions à ce sujet il y a 1 an. J'ai enlevé mon uniforme et j'ai aperçu mon avant-bras dans le miroir de la salle de bain. Le tatouage s'étendait de mon poignet à mon coude, complexe et indéniable. Un phénix renaissant de ses cendres, les ailes déployées, et en dessous, un bouclier avec des chiffres que n'importe qui de mon ancienne vie reconnaîtrait instantanément. Numéro de matricule 4582, département de police de Chicago, division du crime organisé. Je l'avais obtenu après ma première opération d'infiltration, jeune et convaincu que la justice importait plus que la sécurité, que démanteler la famille criminelle Baldacci valait la peine de prendre des risques. Lorsque l'opération a mal tourné, lorsque ma couverture a été compromise, ils ne sont pas seulement venus me chercher. Ils sont venus chercher tous ceux que j'aimais. Le FBI m'avait proposé la protection des témoins. De nouveaux noms, une nouvelle ville, une nouvelle vie. Mais mon fils avait 6 mois, et cet accord signifiait tout laisser derrière moi. J'ai préféré disparaître de mon propre chef. 3 ans plus tard, j'étais là,
Pas de badge, pas de renfort, pas d'identité autre que celle que j'avais soigneusement construite à partir de mes cendres. Et ce soir, j'avais servi du champagne à Vincent Russo, dont la famille avait absorbé les restes de l'empire Baldacci après que nous l'ayons démantelé. Il n'avait aucune idée que la femme qui l'avait humilié était la raison pour laquelle la moitié de ses concurrents se trouvaient dans une prison fédérale. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Je fixai l'écran, mon instinct me criant de ne pas répondre, mais quelque chose me poussa à décrocher. Sarah Mitchell? Une voix masculine. Douce, maîtrisée, familière d'une manière qui me glaça le sang. Qui est à l'appareil? Quelqu'un qui a reconnu un fantôme ce soir chez Castellano. Une pause. Ce tatouage sur votre bras gauche. Vous devriez faire plus attention à ne pas remonter vos manches lorsque vous atteignez l'étagère du haut. Mon cœur s'est arrêté. L'employé aux cheveux poivre et sel de la table de Vincent. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Inspecteur Sarah Chen, badge 4782. Vous avez disparu il y a 3 ans après l'arrestation de Baldacci. La plupart des gens ont supposé que vous étiez morte. Apparemment, Vincent Russo pense que vous n'êtes qu'une serveuse de plus, qu'il peut humilier pour s'amuser. Les murs de mon petit appartement me donnaient l'impression de se refermer sur moi. Mon fils dormait paisiblement à 3 mètres de là, complètement inconscient que notre vie soigneusement construite était en train de s'effondrer. Que voulez-vous? Parlez? Demain? Millennium Park, midi? Venez seul, où Vincent découvrira exactement qui lui a servi son vin. La ligne fut coupée. Je m'assis sur le bord de mon lit, le tatouage brûlant sous ma manche comme s'il savait qu'il m'avait trahi. 3 ans à me cacher, 3 ans à ravaler ma fierté et à reconstruire ma vie à partir de rien. Tout cela était sur le point de ne plus avoir aucun sens. Car à Chicago, le passé ne reste pas enfoui. Il attend, il observe, et quand on s'y attend le moins, quand on s'est enfin convaincu qu'on pourrait survivre, il revient avec vengeance. La question n'était pas de savoir si je me présenterais demain. La question était de savoir si j'entrerais dans cette réunion en tant que Sarah Mitchell, serveuse invisible et mère en difficulté, ou en tant que la femme que j'étais autrefois. La femme qui avait juré de faire tomber des hommes exactement comme Vincent Russo, quel qu'en soit le prix. À midi, Millennium Park était une contradiction. Des touristes prenaient des selfies devant Cloudgate, des joggeurs et des mères avec des poussettes. La vie ordinaire et inconsciente, tandis que je me dirigeais vers une conversation qui pourrait détruire tout ce que j'avais construit. Je l'ai repéré sur un banc près du Lurie Garden, nourrissant les pigeons comme s'il avait tout le temps du monde. De près, la cicatrice au-dessus de son sourcil était plus visible. Inspecteur Chen. Il ne leva pas les yeux. Ou préférez-vous Mitchell maintenant? Je préfère qu'on me laisse tranquille. On n'obtient pas toujours ce qu'on préfère. Il dispersa les dernières miettes de pain, puis croisa enfin mon regard. Antonio Valdez, DEA, infiltré dans l'organisation Russo pendant 6 ans avant que ma couverture ne soit compromise. Maintenant, je suis tout ce dont Vincent a besoin pour rester en vie. Tout s'expliquait. Cela justifiait la reconnaissance, l'observation attentive. Pourquoi m'avoir contacté? Parce que Vincent Russo est sur le point de commettre la plus grande erreur de sa carrière criminelle. Il sortit son téléphone, fit défiler les photos, puis tourna l'écran vers moi. Vous le reconnaissez? Mon sang se glaça. L'image montrait un adolescent aux traits anguleux comme Vincent, mais c'est l'arrière-plan qui me fit trembler les mains. L'école de mon fils, la cour de récréation, où j'allais le chercher tous les jours. C'est le neveu de Vincent, Marco. Il est inscrit à l'école primaire Lincoln depuis 3 semaines. Nom de famille différent, sécurité discrète. La voix d'Antonio était clinique. Drôle de coïncidence, votre fils est dans la même classe de CE1. Ce n'était pas une coïncidence. Rien dans ce monde ne l'était jamais. Que veut Vincent? Le cartel de Sinaloa s'étend sur le territoire de Chicago. La semaine dernière, ils ont incendié un restaurant à Pilsen. 12 personnes ont été hospitalisées. 3 sont mortes, dont une fillette de 6 ans. Antonio se pencha en avant. Le cartel veut une preuve de loyauté. Vincent va frapper leur centre de distribution dans le sud de la ville. Le problème, c'est que le bâtiment abrite 12 familles, et son plan prévoit suffisamment d'explosifs pour raser tout un pâté de maisons. Le jardin qui nous entourait nous sembla soudain trop exposé. Ton ancien partenaire, Rodriguez, suit cette affaire depuis des mois. Il t'a reconnu chez Castellano il y a 6 mois.
Il a protégé ta couverture en gardant ton nom hors des bases de données fédérales. Rodriguez. Ce nom me frappa comme un coup physique. L'homme qui avait pris une balle destinée à moi pendant l'opération Baldacci. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté directement? Parce qu'il est mourant, cancer du pancréas, stade 4, 3 mois peut-être. La voix d'Antonio se brisa légèrement. Il veut démanteler une dernière opération avant de partir. Et il pense que tu es la clé. Le soleil d'automne me semblait froid sur mon visage. Je ne peux pas. Mon fils... Votre fils fréquente la même école qu'une cible du cartel. Vous pensez vraiment que la géographie va le protéger quand tout cela va se produire? Antonio se leva et boutonna son manteau. Rodriguez est au Northwestern Memorial, chambre 647. Il aimerait vous voir. J'aurais dû rentrer chez moi. J'aurais dû faire nos valises et disparaître à nouveau. Au lieu de cela, je me retrouvais dans la ligne rouge en direction du centre-ville, mon esprit calculant les angles et les risques comme il le faisait auparavant. La chambre 647 se trouvait au bout du couloir. Rodriguez semblait plus petit que dans mes souvenirs, les joues creuses et grisonnants, mais ses yeux brûlaient toujours avec la même intensité. Chen. Sa voix était grave et épuisée. Tu en as mis du temps. Tu aurais dû me dire que tu savais. Serais-tu resté si je l'avais fait? Il m'invita à m'asseoir sur la chaise à côté de son lit. Assieds-toi. Nous n'avons pas le temps de culpabiliser. Je m'assis. Vincent Russo t'a humilié hier soir, mais voici ce qu'il ignore. Rodriguez prit un dossier sur la table de chevet. Il y a 7 ans, son jeune frère, Luca Russo, a été abattu lors d'un conflit avec la famille Baldacci. Poumon collapsé, artère sectionnée. Il s'est vidé de son sang dans une ruelle du West Side. Il ouvrit le dossier, révélant un rapport d'incident que j'avais rédigé il y a très longtemps. L'agent Sarah Chen a répondu à l'appel. Elle a prodigué les premiers soins sur place. Elle lui a sauvé la vie. Le souvenir me revint en mémoire. Une froide nuit de novembre, du sang sur mes mains, les yeux d'un jeune homme rempli de peur. Lucas est mort 6 mois plus tard dans un accident de voiture. Mais pendant ces 6 mois, Vincent a retrouvé son petit frère. Il a eu le temps de lui dire au revoir. Il m'a regardé dans les yeux. Vous lui avez donné ça. Et il n'en a aucune idée. En quoi est-ce important? Parce que tout l'empire de Vincent repose sur la loyauté et le respect. Les dettes de sang, l'honneur. Le sourire de Rodriguez était désormais acéré, prédateur malgré sa faiblesse. Vous avez un moyen de pression sur l'homme le plus dangereux de Chicago et il ne le sait même pas. Mon esprit passa en revue toutes les possibilités, toutes les applications tactiques de cette information. Quel est le plan? Nous arrêtons les attentats. Nous dévoilons le plan de Vincent au cartel. Nous les laissons s'entre-déchirer tout en protégeant les innocents. Rodriguez sortit un autre document. Mais nous avons besoin de preuves, des preuves qui tiendront devant un tribunal. Et nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur que Vincent ne soupçonnera pas. Il soupçonne tout le monde. Pas le serveur qui l'a humilié, la mère célibataire qu'il considère comme inférieure à lui, la femme qu'il estime trop brisée pour être autre chose qu'un divertissement. La chambre d'hôpital était plongée dans le silence, à l'exception des machines qui mesuraient les battements cardiaques restants de Rodriguez comme un compte à rebours. Je pouvais m'en aller, retourner à ma vie invisible, à mon anonymat sécurisant, laisser le cycle de la violence se poursuivre sans contrôle, ou je pouvais faire ce pour quoi j'avais été formé, ce que j'avais juré de faire. Je pris ma manche et la retroussai lentement pour révéler le phénix, le numéro de matricule, la preuve de qui j'étais autrefois. Dis-moi tout. Cette fois, le sourire de Rodriguez était sincère, soulagé et reconnaissant. Voilà mon partenaire. Pendant l'heure qui suivit, il m'expliqua le déroulement de l'opération, l'emploi du temps de Vincent, l'emplacement du centre de distribution, les familles vivant dans les immeubles environnants, le calendrier, les points faibles sur lesquels il était possible de faire pression. Lorsque j'ai quitté l'hôpital, le soleil se couchait sur le lac Michigan, peignant l'eau de nuances sanglantes et dorées. Mon téléphone affichait 7 appels manqués du restaurant. J'avais manqué mon service. Je serais probablement licencié le lendemain matin. Mais pour la première fois en 3 ans, je m'en fichais, parce que Vincent Russo avait commis une erreur. Il avait humilié la mauvaise femme. Il avait poussé quelqu'un qu'il croyait impuissant, sans se rendre compte que l'impuissance n'était qu'une autre forme de camouflage. Le phénix sur mon bras était chaud sous ma manche, alors que je rentrais chez moi pour me préparer à une guerre dont Vincent Russo ne soupçonnait même pas l'arrivée.
Le problème avec la vengeance, c'est qu'elle est plus efficace lorsque la personne qui est détruite ne la voit pas venir. 3 jours après ma rencontre avec Rodriguez, je suis retourné chez Castellano, vêtu de mon uniforme et équipé d'un micro si fin qu'il était pratiquement invisible. Antonio me l'avait remis en main propre, ainsi qu'une clé USB contenant 7 ans de documents financiers reliant Vincent Rousseau à tous les grands syndicats du crime opérant dans le Midwest. Le cadeau d'adieu de Rodriguez, sa dernière affaire. Vincent tenait sa cour à sa table habituelle, entouré des mêmes personnes qui s'étaient moquées de moi. Marco, le trafiquant d'explosifs, était assis 2 sièges plus loin. « Tiens, tiens !» La voix de Vincent couvrit le bruit du dîner. « Je croyais que nous t'avions renvoyé. » C'est vrai. Je m'approchai de la table, le cœur calme. Je suis venu m'excuser. La table se tut. Ce n'était pas dans le scénario. Les excuses? Vincent se pencha en arrière, amusé. Ça devrait être divertissant. Je tendis la main vers ma manche gauche, lentement, délibérément. Je voulais m'excuser de ne pas m'être présenté correctement. Le tissu glissa le long de mon avant-bras, révélant le phénix, les flammes, le numéro de matricule qui était resté invisible pendant 3 ans. Je m'appelle Sarah Chen, inspectrice à la police de Chicago, division du crime organisé. Et il y a 7 ans, j'ai sauvé la vie de votre frère. Vincent pâlit. Autour de la table, des mains se dirigèrent vers des armes. Mais Vincent leva la main pour les en empêcher. Son regard était rivé sur le tatouage, sur la vérité qui réécrivait tout ce qu'il croyait savoir. Lucas. Sa voix n'était qu'un murmure. Le 14 novembre, dans une ruelle du West Side, les soldats de Baldacci lui avaient tiré dessus et l'avaient laissé se vider de son sang. Je gardais une voix calme. J'ai été la première à arriver sur les lieux. J'ai effectué les premiers soins d'urgence. Votre frère a survécu grâce à moi. Vincent serra les mâchoires en silence. Le souvenir était là. 6 mois supplémentaires avec son petit frère. 6 mois que mes actions lui avaient offert. Tu mens. Je sortis mon téléphone et lui montrai le rapport d'incident. Ma signature, le groupe sanguin de Lucas, l'emplacement exact. Tu as prononcé l'éloge funèbre à ses funérailles. Tu as dit que ces 6 derniers mois étaient un cadeau. Sa main tremblait lorsqu'il prit le téléphone pour lire le rapport. Autour de nous, le restaurant continuait de fonctionner, inconscient du fait que le pouvoir était en train de changer à la table 7. Pourquoi es-tu ici? Parce que dans 2 jours, tu prévois de faire exploser un bâtiment dans le quartier sud, le centre de distribution du cartel. Je laissai cette information faire son effet. Mais ce bâtiment abrite 12 familles, 43 personnes, dont 16 enfants. Marco se tortilla mal à l'aise. L'une de ses enfants est une fillette de 7 ans, qui s'appelle Isabelle. Elle a le même âge que mon fils. Elle prend des cours de danse classique. Elle veut devenir danseuse. Je me penchai en avant. Dans votre plan, elle est un dommage collatéral. Votre frère Lucas, après que je l'ai sauvé, il s'est porté volontaire dans ce même centre communautaire. Il enseigne le basket aux enfants. Il est le genre d'homme que votre père ne vous a jamais laissé être. La vérité était une lame, et je l'utilisais avec une précision chirurgicale. Voici ce qui va se passer. Je posai la clé USB sur la table. Elle contient suffisamment de preuves pour envoyer tout le monde ici en prison à perpétuité. Les registres financiers, les journaux de communication. Tout. Vincent plissa les yeux. Vous portez un micro. Évidemment. Ce qui signifie que chaque menace, chaque aveu, est directement transmis à l'équipe du FBI qui se trouve à 3 pâtés de maison d'ici. Je souris. Mais voici ce qu'il en est des dettes de sang, Vincent. Vous êtes fier de votre honneur, des anciens codes. J'ai sauvé Lucas. Vous me devez une vie. Je vais donc vous demander de rembourser cette dette. Annuler l'attentat à la bombe. Quitter le cartel. Ces familles vivront. Le silence s'étira comme un fil sur le point de se rompre. Et si je refuse? Alors j'active cette clé USB. Vous serez arrêté dans l'heure. Votre neveu sera sorti de l'école menottes au poignet. Votre sœur verra son fils entrer dans le système. Je le regardai dans les yeux. Vous m'avez appris ce qu'étaient les dommages collatéraux. Vous vous souvenez? Quand vous avez jeté ce verre à mes pieds. Antonio prit la parole depuis le bout de la table. Elle ne bluffe pas, Vincent. J'ai vu les preuves. Vincent le regarda, le visage trahissant sa trahison. La DEA, 6 ans d'enquête, dit simplement Antonio. Je sortis un petit enregistreur et appuyai sur Play. La voix de Vincent emplit la pièce, discutant en détail de l'attentat à la bombe.
enregistré il y a 3 nuits alors que je servais à sa table. Voici donc le choix qui s'offre à toi. Honore la dette que tu as contractée, ou prouve que tous tes discours sur la loyauté ne sont que du vent. Si vous vous demandez si la vérité finit toujours par rattraper ceux qui se croient intouchables, restez avec moi. Ce qui se passe ensuite prouve que parfois, l'arme la plus puissante n'est pas un badge. C'est la vérité, révélée par quelqu'un qu'il n'avait pas vu venir. Vincent resta figé, tel un roi réalisant que son trône était construit sur du sable. L'attentat à la bombe est annulé. Sa voix était calme, vaincue. Ta parole ne vaut rien. Je pris la clé USB. Tu appelles le cartel. Tu leur dis que tu te retires. Marco disparaît avec sa famille, quelque part en sécurité. Le cartel va me tuer. Peut-être. Mais tu n'emporteras pas 43 innocents avec toi. Je me levai. Oh, et Vincent. Je démissionne. Trouve quelqu'un d'autre à humilier. Je me dirigeai vers la sortie. Antonio me suivit, sa couverture compromise, mais la conscience tranquille. Dehors, Rodriguez attendait dans une voiture banalisée, une bouteille d'oxygène à ses côtés, plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il a accepté le marché? Il l'a accepté. Rodriguez sourit. Alors nous l'avons enregistré. Conspiration, obstruction, 6 autres chefs d'accusation. Mais ces familles du Southside, elles sont en sécurité. C'est ce qui compte. Le FBI est intervenu 20 minutes plus tard. Vincent Rousseau a été arrêté avec 6 membres de son organisation. La clé USB a démantelé des opérations qui empoisonnaient Chicago depuis des décennies. J'ai témoigné à huis clos. Le juge a gardé mon identité secrète. Cette fois-ci, la protection des témoins a vraiment fonctionné, avec une réinstallation et de nouvelles identités pour mon fils et moi. Mais avant de quitter Chicago, j'ai fait un dernier arrêt. La chambre d'hôpital de Rodriguez était calme. J'ai laissé mon badge sur sa table de chevet avec un mot. Merci de ne jamais avoir baissé les bras. Pour m'avoir rappelé qu'être détective, ce n'est pas une question de badge. C'est le choix de se battre quand tout le monde détourne le regard. Il est décédé 2 jours plus tard. Lors des funérailles, Antonio m'a remis une enveloppe. De la part de Rodriguez. À l'intérieur se trouvait une lettre et la clé d'un entrepôt rempli de dossiers classés sans suite. Des meurtres non élucidés, des victimes tombées dans l'oubli, les affaires inachevées de sa vie. Je suis resté là, la main de mon fils dans la mienne, à regarder les décennies de travail que Rodriguez m'avait confiées pour que je les poursuive. « C'est quoi cet endroit, maman ?» Je me suis agenouillé à sa hauteur. « C'est ici que nous continuons à nous battre. C'est ici que nous veillons à ce que les gens comptent, même quand le monde leur dit qu'ils ne comptent pas. » Nous avons quitté Chicago un mardi matin. De nouveaux noms, une nouvelle ville, un nouveau chapitre. Mais le phénix sur mon bras est resté. Un rappel permanent que ce n'est pas la chute qui vous définit, c'est le fait de se relever. 6 mois après avoir quitté Chicago, je me tenais dans une petite salle de classe à Portland, dans l'Oregon. 23 enfants issus de quartiers où la police était soit absente, soit prédatrice, me regardaient avec la même expression méfiante que j'avais affichée pendant la majeure partie de ma vie. « Je m'appelle Madame Jordan », ai-je dit, utilisant la nouvelle identité que m'avait donnée le programme de protection des témoins. « Et je suis ici pour vous enseigner quelque chose qui ne figure pas dans les manuels scolaires. Comment survivre dans un système qui n'a pas été conçu pour vous. » C'était là le véritable héritage de Rodriguez. Pas les arrestations ni les gros titres, mais la compréhension que la justice ne consiste pas seulement à punir les coupables. Il s'agit de protéger les innocents avant qu'ils ne deviennent des statistiques. Le box de stockage qu'il m'avait laissé contenait plus que des affaires classées. Il contenait des plans de cours qu'il avait rédigés au cours de ces dernières semaines. Un programme destiné à enseigner aux jeunes à risque leurs droits, comment interagir avec les forces de l'ordre, comment transformer leur colère en militantisme. Construire des ponts entre les communautés et les policiers, avait-il écrit dans la marge. Parce que la rupture de la confiance tue des gens. Mon fils était assis au dernier rang, dessinant dans son cahier. Plus d'avions. Désormais, il dessinait des personnes, des familles, des communautés. Son professeur disait qu'il voulait devenir travailleur social quand il serait grand. Aider les gens, comme sa mère l'avait fait. Il ne connaissait toujours pas toute l'histoire. Que sa mère avait fait tomber l'une des familles criminelles les plus puissantes de Chicago. Qu'elle avait troqué son anonymat contre 43 vies. Que le phénix tatoué sur son bras représentait plus qu'une simple décoration. Un jour,
Quand il serait plus grand, je lui raconterai. Mais pour l'instant, il savait juste que sa mère apprenait aux enfants à se protéger, à se défendre sans se faire renverser, à exiger le respect dans un monde qui le rationnait en fonction du code postal et de la couleur de peau. Après le cours, mon téléphone a vibré. Antonio. Nous étions restés en contact, avec prudence, par des canaux cryptés. Vincent a passé un accord. Il a dénoncé tous ses supérieurs en échange d'une réduction de peine. Tout le réseau est en train de s'effondrer. Tu as déclenché une avalanche, Chen. J'ai souri. Je ne m'appelais plus Chen, mais certains noms restent parce qu'ils représentent qui vous êtes et non ce qu'on vous appelle. 3 semaines plus tard, une enveloppe est arrivée, sans adresse de retour. À l'intérieur, un article de journal sur un fonds de bourse créé au nom de Luca Russo. Pour les jeunes défavorisés qui souhaitent faire carrière dans les services d'urgence. Le don était anonyme, mais le montant était important. C'était la façon de Vincent d'honorer sa dette, de reconnaître que la seconde chance donnée à son frère avait eu un sens. La rédemption prend parfois des formes étranges. Ce soir-là, j'ai emmené mon fils au bord de l'eau. La silhouette de Portland se reflétait dans la rivière Willamette, une ville différente, mais le même ciel que j'avais juré de protéger autrefois. « Maman, je peux te poser une question ?» Sa voix était faible, prudente. « Toujours. Pourquoi tu portes toujours des manches longues, même quand il fait chaud ?» Je baissai les yeux vers mon bras, vers le tissu qui recouvrait le phénix, vers le numéro de matricule qui m'avait défini pendant si longtemps. Parce que certaines parties de nous-mêmes, nous les gardons privées. Non pas parce que nous en avons honte, mais parce qu'elles nous appartiennent. C'est notre histoire que nous raconterons quand nous serons prêts. Il réfléchit, puis acquiesça, comme quand tu ne parles jamais de mon père. Ma poitrine se serra. Son père purgeait une peine de 15 ans dans un établissement fédéral, une autre victime des choix qui se répercutent sur plusieurs générations. Oui, comme ça. Tu me le diras un jour? Quand tu seras prêt à comprendre que les gens sont compliqués, qu'on peut aimer quelqu'un et devoir quand même s'en aller, que faire ce qui est juste coûte parfois tout. Il me serra la main. Je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Ces mots, prononcés par un enfant de 7 ans qui comprenait plus qu'il n'aurait dû, ont brisé quelque chose en moi. Pas de la douleur, un soulagement. J'ai retroussé ma manche, lui montrant le phénix pour la première fois. « Que signifie ce numéro ?» a-t-il demandé, traçant le badge avec ses petits doigts. « Cela signifie que j'ai fait une promesse autrefois, de protéger les gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Ce numéro me rappelle que les promesses sont importantes, même lorsqu'il est difficile de les tenir. L'as-tu tenu? J'ai pensé à Vincent Russo, humilié et emprisonné, aux familles du sud de Chicago, encore en vie parce que quelqu'un avait refusé de rester invisible, à Rodriguez qui avait passé ses derniers mois à faire en sorte que la justice lui survive, à mon fils, en sécurité, et rêvant dans un monde légèrement meilleur que celui dont j'avais hérité. Oui, mon petit, je l'ai tenu. Nous avons regardé le soleil se coucher sur Portland, peignant le ciel de nuances d'espoir et de paix durement acquises. Quelque part à Chicago, des affaires classées étaient rouvertes. Les preuves que j'avais aidé à rassembler permettaient d'arrêter des prédateurs qui avaient agi en toute impunité. L'avalanche dont Antonio avait parlé prenait de l'ampleur. Et ici, dans cette salle de classe, dans ce petit coin du monde, j'enseignais à la prochaine génération que l'impuissance est un mensonge, qu'être sous-estimé est un avantage, que le système est peut-être truqué mais qu'il n'est pas invincible. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de l'un de mes élèves. « Madame Jordan, j'ai utilisé ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui. La police m'a arrêté sans raison. Je suis resté calme, j'ai tout enregistré, je connaissais mes droits, ils m'ont laissé partir. Merci. » C'est ça, la vraie victoire. Pas les arrestations ni les gros titres, mais l'enfant qui rentre chez lui sain et sauf. La famille qui ne devient pas une statistique. Le moment où quelqu'un réalise que sa vie a de la valeur, peu importe ce que le monde lui a dit. Vincent Russo m'a appris que l'humiliation révèle le caractère, le mien et le sien. Rodriguez m'a appris que l'héritage n'est pas ce que vous accomplissez. C'est ce que vous inspirez aux autres pour qu'ils continuent. Et mon fils, il m'apprend que l'espoir n'est pas naïf. C'est stratégique. C'est le refus d'accepter que le monde ne peut pas changer, même si tous les systèmes sont conçus pour prouver le contraire. Le phénix sur mon bras ne s'effacera jamais, non pas à cause de l'encre, mais à cause de ce qu'il représente, la compréhension que la chute est inévitable,
Mais le choix de se relever l'est aussi. Si cette histoire vous a ému, si vous vous reconnaissez dans le serveur qui a refusé de rester invisible, dans le détective qui a choisi la justice plutôt que la sécurité, dans la mère qui s'est battue pour un monde que son fils mérite, alors ne restez pas simple spectateur. Trouvez votre propre phénix, découvrez votre propre pouvoir, car la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire dans un monde injuste est de refuser d'accepter que vous êtes impuissant. Certaines batailles se gagnent avec des insignes et des armes, d'autres avec de la patience, de la précision et la volonté d'être sous-estimé jusqu'au moment où vous ne le serez plus. Je suis désormais Madame Jordan, enseignante, mère, force anonyme qui veille à la poursuite du travail de Rodriguez. Le badge a disparu mais le serment demeure. Et quelque part à Chicago, Vincent Russo est assis dans une cellule, comprenant enfin ce que son père ne lui a jamais enseigné, que le véritable pouvoir ne consiste pas à faire peur aux gens, c'est de donner aux gens des raisons de croire qu'ils comptent. C'est ça le véritable héritage, c'est ça la véritable victoire. Et tout a commencé avec une coupe de champagne, une femme brisée et un tatouage qui refusait de la laisser oublier qui elle était vraiment.